Donc, j'ai préféré enchaîner là avec la prochaine vidéo. Euh, Sans perdre de temps, on va parler des nombres aléatoires, random numbers. Donc, dans la programmation en général, hein, c'est très important. Et dans notre cas, nous sommes dans les structures de données, c'est très important. Comment on parle de structure de données? Dans la structure de données, il y a données. Donc, comment on fait pour avoir peut-être des données aléatoires sur lesquelles on va se baser pour faire une expérience, d'accord? On dit algorithm can generate only pseudo-random numbers. Donc, il faut faire attention parce que ce n'est pas des nombres vraiment aléatoires, mais pseudo-aléatoires. Parce que ça va toujours se baser sur ce qu'on appelle une graine. Bon, je vais expliquer tout à l'heure. On va se baser sur quelque chose pour produire ces nombres. Ça veut dire que vous pouvez prédire en fait ces nombres. C'est pas vraiment aléatoire. Donc, si vous connaissez la source, vous pouvez vous pouvez connaître la séquence des nombres aléatoires qui vont se passer. Donc, these algorithms are called pseudo random number generators, PRNG. D'accord, on les appelle généralement aussi comme ça. That means that the generated sequences are not truly random, but have some good random properties. D'accord, ils ne sont pas vraiment aléatoires, mais ils ont des propriétés. Ils ont une bonne propriété aléatoire parce que la personne qui ne connaît pas en fait la source, il ne peut pas prédire facilement, en tout cas, il ne peut pas prédire les nombres qui vont se succéder. D'accord, donc c'est une propriété quand même aléatoire. The only way to produce true randomness is by the use of external true random source. Donc, comme je disais, en fait, ça dit ici que la seule vraie façon d'avoir euh, une réelle, des, réellement des nombres aléatoires, d'accord. La seule vraie façon d'avoir ça, c'est en utilisant les vraies sources aléatoires. Donc, on parle pas de vraies sources aléatoires, on parle des mouvements, on parle de tout ce qui est physique en fait, des phénomènes physiques. Donc, qui ne peuvent pas être déterminés. Par exemple, il parle de mouvement de la souris, network activities. Donc ça, ce sont des événements qu'on peut rapidement capturer parce que c'est sur l'ordinateur. Les mouvements de la souris sont assez aléatoires. Enfin, sont aléatoires parce qu'on ne peut pas prédire. Activité sur Internet, c'est aussi aléatoire. Et il y a beaucoup d'autres qui sont inclus. Ça, ce sont plus des phénomènes qui sont inclus dans l'ordinateur. D'accord, on peut facilement capturer ça pour se servir de ça pour avoir des nombres aléatoires. On a maintenant true randomness is difficult to obtain but is almost mandatory in fields like cryptography. D'accord. Euh, la notion d'aléatoire là est difficile à obtenir mais est très important dans les champs, dans les domaines comme la cryptographie. D'accord. En cryptographie, c'est très important. Pseudo-random sequences have two major advantages. On a deux avantages dans les algorithmes aléatoires. Enfin, les algorithmes pseudo-aléatoires, on a deux avantages de les avoir, de les utiliser. They are easy to construct and they looks like random. Ils sont faciles à construire et ressemblent vraiment à l'aléatoire. Ressemblent vraiment à l'aléatoire. Donc on peut les utiliser dans les tests statistiques sur des algorithmes. Donc on en aura beaucoup besoin plus tard des nombres aléatoires. Parce que quand vous voulez en fait tester par exemple un lourd projet, par exemple qui demande que plusieurs utilisateurs soient connectés, peut-être sur votre application, je ne sais pas, vous n'avez pas encore ces utilisateurs là, comment vous faites les tests? Donc, comment peut-être vous faites pour créer des comptes, 1000 comptes? Parce que s'il faut créer 1000 comptes, il faut trouver 1000 personnes, vous n'avez pas forcément 1000 personnes qui auront ce temps à votre disposition. Ou bien vous n'aurez pas 1000 personnes qui vont vous permettre de faire des tests peut-être de messages si ça donne bien et tout et tout. Donc on utilise les nombres aléatoires comme ça pour faire des tests comme ça. Parce que on n'a pas encore
Enfin, c'est juste des tests. On n'est pas encore sur le terrain. Voilà. Pour voir si les choses fonctionnent bien et tout et tout. Voilà. Maintenant, cette partie est très très importante. Il faut bien suivre ici. They are déterministiques. Donc, ils sont. Le mot français de déterministique. Déterministique. Ils sont déterministes. Ce qui veut dire qu'on peut déterminer la séquence des nombres que l'ordinateur va nous renvoyer, parce que c'est l'ordinateur qui envoie des nombres aléatoires. On peut les déterminer. Et c'est très important parce que quand vous faites un test, vous avez un environnement que vous avez créé. C'est les nombres aléatoires qui vous sont donnés. Créer un environnement. Et maintenant, si vous voulez vérifier que le test que vous avez fait avec cet environnement est correct, vous refaites avec le même environnement pour voir si ça fonctionne bien. Si ça ne fonctionne pas, vous pouvez facilement voir où il y a le problème. D'accord? Parce qu'il ne suffit pas d'avoir juste des nombres aléatoires comme ça et faire le test avec. Il faut pouvoir refaire le test avec ces mêmes nombres et voir si ça fonctionne toujours. Donc, déterministe parce que il y a une graine, ce qu'on appelle la graine, et il y a une règle mathématique qui permet d'avoir à la fin un nombre aléatoire. Donc, initial seed, c'est juste un nombre qu'on donne comme entrée, et à la fin, on a des sorties aléatoires, mais qui sont en fait fixes. Donc, si vous connaissez la graine initiale, vous connaissez tous les noms qui vont venir après. Donc, on aura un exemple après en Python, d'accord? Voilà, so we can exactly reproduce any experience. Donc on peut reproduire une expérience parce qu'on connaît cette graine là. C'est pour ça que c'est ça qu'ils vont dire ici. Remind that reproducibility is an important concept in science. Donc en science, le fait de pouvoir reproduire est très très important parce que pour prouver qu'une expérience est correcte, pour qu'une expérience soit vraiment vérifiée et soit acceptée et validée, il faut que quand on reproduit cette expérience-là avec tous les paramètres de départ, ça veut dire ce qu'on appelle la graine là en fait, c'est ça. Toutes les informations de départ la personne, toutes les informations initiales que la personne à utiliser pour son expérience. Il faut que quand d'autres chercheurs ou bien d'autres scientifiques prennent ces conditions initiales là, il faut qu'il ait les mêmes résultats. Et c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait de la reproductibilité. On doit pouvoir reproduire exactement la façon dont tu as fait et avoir le même résultat. C'est pour ça que les nombres pseudo-aléatoires sont importants dans beaucoup de domaines en fait pour les tests. Parce que vous avez des nombres aléatoires bien sûr, mais vous pouvez reproduire cette séquence de nombres aléatoires parce que nous avons une graine, d'accord, nous avons des conditions initiales. Donc plus les algorithmes. Maintenant là j'ai pris j'ai écrit un prompt dans l'IA. J'ai vu que c'était pertinent, donc j'ai collé ça ici. Pourquoi ça importe? Exemple pratique. C'est en C++ programmation. La combinaison pseudo-aléatoire plus déterministe des APR, donc algorithme de programmation. Je crois que c'est algorithme aléatoire programming. Bref, ça c'est pour dire que ce sont les algorithmes qui dépendent des nombres aléatoires en gros, car elles allient deux besoins contradictoires, besoin d'aléatoire et besoin de reproductibilité, d'accord. Aléatoire pour simuler des situations incertaines, d'accord. Donc comme le comportement des particules, le choix aléatoire d'un échantillon en statistique, les ennemis aléatoires d'un jeu. D'accord, pour ceux qui sont fans de jeux comme moi, les jeux vidéo, quand vous voyez les ennemis qui viennent de manière aléatoire, là, c'est grâce à des algorithmes qui vous produisent des nombres aléatoires. D'accord, ça vous produit des valeurs aléatoires. Et voilà, c'est ça qui permet de créer les ennemis, généralement. D'accord. Et aussi, même pour la carte, parfois il y a dans les jeux les cartes qui sont faites de manière aléatoire, enfin qui sont créées de manière aléatoire, mais après il reste pareil. D'accord.
Et c'est très important pour les tests et voir quand il y a les erreurs, on reproduit l'état enfin, on reproduit à partir de la graine là, parce que c'est pour ça que la graine est importante. On prend la graine, ça nous permet de reproduire l'état qu'on avait et détecter l'erreur là où il y a eu l'erreur. Donc, comportement des particules, le choix aléatoire d'échantillons statistiques, etc. Voici des cas concrets où ce lien est crucial. En science, un chercheur utilise un APR pour générer un échantillon aléatoire de patients dans une étude médicale. 100 personnes sur 1000 au hasard, pour que ses collègues puissent reproduire l'étude et vérifier que les résultats ne sont pas dus à un biais dans l'échantillon. Il suffit de partager la graine utilisée par l'APR. Donc ça c'est pour les scientifiques. Sans cela, si l'échantillon était vraiment aléatoire, donc reproductif, on ne pourrait pas confirmer si le résultat de l'étude est fiable. D'accord, il pourrait être dû à un hasard dans le choix initial des patients. Donc ce que je disais, pour vérifier que l'expérience d'un docteur ou d'un scientifique est fiable, il faut qu'il y ait la possibilité de reproduire en réalité vraiment l'échantillon, là, comme ça explique ici, l'échantillon qu'il a utilisé. En programmation, pour les débougage et les tests, donc, comme je disais dans les jeux, il y a des objets qui apparaissent souvent aléatoirement à l'écran. Voilà. Donc, s'il y a un bug, on peut juste récupérer la graine qui a permis de créer ces objets aléatoires et voir où est le problème. Donc, c'est ça que ça explique ici. En intelligence artificielle, l'entraînement de modèles. Les modèles IA utilisent souvent des API pour mélanger des données d'entraînement, des images, textes, de manière aléatoire, pour éviter que le modèle apprenne un ordre fixe. Voilà. Que d'autres chercheurs puissent reproduire les performances du modèle, ils doivent connaître la graine utilisée pour mélanger les données, sinon le modèle sera entraîné sur un ordre différent et ses résultats ne seront pas comparables. Voilà, donc pas besoin de comparaison souvent dans l'intelligence artificielle. Si on veut voir peut-être une IA est plus performante qu'une autre, on les entraîne généralement avec des images ou des textes de manière aléatoire, d'accord, parce qu'on a dit qu'ils ne doivent pas apprendre à un ordre fixe. Et maintenant, si on veut comparer à une autre IA, d'accord, si c'est plus performant, il faut qu'on ait la graine là. Parce que c'est la graine qui nous permet d'avoir toutes les conditions aléatoires qu'on a eu dans l'autre IA. D'accord. On prend la graine, on peut reproduire ces conditions de ce côté et puis on peut maintenant comparer parce qu'on a eu les mêmes conditions. La limite, ce n'est pas de l'aléatoire vrai. Voilà. Comme je disais, fais attention, ce n'est pas l'aléatoire vrai. L'aléatoire vrai, c'est tout ce qui dépend des phénomènes physiques. Par exemple, variation de température, tout ce qui est physique, les bruits magnétiques, électromagnétiques, etc. Tout ce qui est comme élément physique. Là, c'est quand une longue chaîne de nombres calculée mathématique. Bon, à préciser encore une fois, ce que j'ai appelé les random numbers en fait sont générés par une graine et par une formule mathématique. D'accord, une formule mathématique. Donc, prévisible avec la graine. Voilà. Donc, c'est pas vraiment aléatoire. Si vous avez la graine, vous pouvez prévoir. Si la séquence est trop courte, on peut même deviner la graine. Voilà. Ce qui est un problème pour la sécurité. Voilà, dans la sécurité informatique, il faut que la graine soit difficile à trouver. Donc c'est pour ça qu'on doit avoir une séquence plus longue. Bon, on aura peut-être à parler de ça par rapport à la sécurité, je pense bien. Pour des cas où l'aléatoire réel est nécessaire, comme en cryptographie, on appelle de ça jeu d'argent en ligne parce que l'argent est très très important, bien sûr. On utilise des générateurs aléatoires vrais, basés sur des phénomènes physiques. Donc pour avoir les données aléatoires, les nombres aléatoires dans le code, on va se baser peut-être sur la donnée qu'on a récupérée dans un capteur, par un capteur. Donc obligatoirement ça doit être physique, donc on aura obligatoirement un capteur. Le capteur va transmettre sa donnée parce qu'il va transformer ça en énergie électrique. L'énergie électrique va entrer dans l'ordinateur par le biais d'un câble, je sais pas quoi. Et en fait, on obtient cette donnée. Bon, c'est pas directement dans l'ordinateur, ça va passer forcément par une carte parce que c'est la carte qui va traiter ça et donner maintenant la donnée correspondante à la donnée physique qu'on a capturée. Voilà, donc c'est un peu ça. Quand vous voulez avoir une donnée vraiment aléatoire, ça doit dépendre d'une source. Et c'est la seule façon en fait d'avoir un vrai nombre aléatoire qui n'est pas prédictible.
Voilà, on dit que mais ces derniers ne sont pas reproductibles car on ne peut pas contrôler les paramètres initiaux du phénomène physique. Voilà. On ne contrôle pas les phénomènes physiques, d'accord, c'est aléatoire, même si on fait des approximations souvent, mais voilà, c'est pas, on ne peut pas prédire. Donc, voici un petit exemple qui illustre ça. Sans tarder, je vais copier d'abord. Je trouve ça ici, on sort. Donc, comme je disais, pour avoir un nombre aléatoire, il faut une graine, d'accord, parce que c'est pseudo-aléatoire. À partir de la graine, on peut connaître la séquence des nombres aléatoires qui vont venir. Et il faut une formule mathématique. Donc, quand on utilise en fait random.seed, c'est pour initialiser la graine. Et quand on va utiliser la fonction de la bibliothèque, bien du module random, la fonction qui s'appelle randint, cette fonction en fait, à l'intérieur, son code, c'est une formule mathématique, voilà, qui nous permet donc d'obtenir un nombre entre 0 et 100. C'est une formule mathématique qui nous donne ça. Et donc, quand vous définissez une graine comme ça, vous avez des valeurs fixes. C'est-à-dire, même si vous partez sur un autre ordinateur, d'accord, tant que ça a été programmé en Python, si vous avez la graine 42, vous aurez toujours la même séquence 81, 14 et il y a d'autres. Donc, on va tester ça rapidement. Ce que je vais faire, c'est que je vais juste écrire ça comme ça ici. Pas en mode interactive mode. Donc j'importe random comme ça. Donc là je fais random.seed pour initialiser une graine. Je mets la même graine. Vous allez voir que ça me donne les mêmes nombres que j'ai là-bas. Si maintenant c'est quoi, c'est on fait juste random.randint. Donc c'est pour dire quoi, la fonction randint du module random nous permet d'avoir un nombre aléatoire entre la plage qu'on a donné ici, c'est 0 et 100. Donc là on a 81. Si je rappelle, vous voyez que ça donne 14, c'est la même chose. Donc vous voyez que c'est un nombre aléatoire bien sûr, parce que c'est entre 0 et 100. Mais comme ça a une graine qui est 42, peu importe comment le nombre de fois que je vais réexécuter mon code, ça va toujours avoir les mêmes valeurs ici, la même séquence de valeurs. Donc 81, après 14, après 3, après 94, après 35, 31, 28. Donc si maintenant je quitte même le mode interactif, je reviens sur le mode interactif, je fais les mêmes, donc j'importe random, je fais les mêmes choses que j'ai fait tout à l'heure, initialise la graine toujours à 42. Donc tant que la graine sera à 42, on aura toujours, quand on va exécuter random randint là entre 0 et 100, on aura toujours 81, 14, 3. Vous voyez que c'est les mêmes séquences qu'on avait tout à l'heure, 35, 31, 28. Donc, maintenant aussi la petite précision, si on retire la graine, et qu'on ne met aucune graine, je fais maintenant random.seed comme ça, je mets aucune graine. J'ai mal écrit random. Je mets aucune graine. Quand je vais exécuter la fonction randint là, ça va me donner des nombres qui ne sont pas vraiment prédicibles. En fait, ce que ça fait, c'est que ça va se baser maintenant sur le timestamp. Le timestamp, c'est l'heure actuelle où vous êtes, la date actuelle. La date et l'heure, ça a une donnée, de type entier que ça donne. C'est une donnée entière et qui est utilisée en fait par randint pour vous donner un nombre aléatoire entre 0 et 100. Donc en gros c'est ce que ça fait, mais c'est pas que c'est vraiment aléatoire. Vous pouvez retrouver une séquence à partir de la date et l'heure de la machine où vous trouvez. Donc pas vraiment aléatoire, juste que ça se base sur ça. D'accord. C'est pour ça qu'on dit pseudo aléatoire. Il n'y a pas d'algorithme qui est vraiment aléatoire. Comme on a dit, la seule façon d'avoir un nombre vraiment aléatoire, c'est à partir des phénomènes physiques. C'est-à-dire que vous avez un capteur qui capte un élément physique, soit la chaleur, soit soit la température, soit un mouvement magnétique, les bruits magnétiques, soit un autre phénomène, mais un phénomène physique.
Parce que ce n'est pas prédictible. Là, c'est vraiment random. D'accord, c'est vraiment aléatoire. Je crois que c'est bon, hein, j'ai parlé de tout. J'ai parlé de tout. Donc, on va terminer avec la partie sur les data structures proprement dit. On a vu ce que c'est une structure de données. On a vu, on a parlé des structures de données les plus utilisées, tuples, list et dictionaries en Python, d'accord, c'est les plus utilisés. En fait, je crois que ça permet de faire un peu presque tout ce qu'on veut en ce qui concerne la structure de données. On a vu c'est quoi un objet, comment c'est lié avec la structure de données. Et on a aussi vu actuellement ce qu'on vient de faire, c'est dans les structures de données, comment on fait pour avoir des données de manière aléatoire. D'accord, parce que c'est très important aussi dans la structure de données. Et donc, à partir de la prochaine vidéo, on va entamer avec la partie sur les algorithmes appliqués dans les structures de données. Quels sont les algorithmes? Quand je parle d'algorithme, je veux dire l'algorithme de tri. On a les algorithmes, généralement ce sont les algorithmes de tri. Maintenant, on peut aussi avoir les algorithmes d'insertion, supprimer, tout ça. On a eu à tester des fonctions comme ça, mais parfois on a besoin de créer des fonctions personnalisées, d'où maintenant d'où la notion d'algorithme appliqué à ces structures de données, c'est important. Donc, encore une fois, quand on va revenir sur le C, vous allez voir que c'est très puissant. Quand vous connaissez les structures de données, vous créez vos propres structures et vos propres algorithmes appliqués à ces structures. Et donc, on se revoit, vous portez bien les Nakama. Je fais le portrait comme au Beaux-Arts, loyal, poli, droit et sincère. Je respecte le code du Bushido. Mais si on met les armes à terre, c'est pour te faire une prise d'aïkido. Et la concurrence au cimetière, ne pensez pas mourir aussitôt. Mon katana taille leurs artères et broie leurs organes génitaux. Quand j'étais gauche...